Bonsoir à tous. On a un peu l'impression d'être sur un ring ici, hein. C'est singulier. Bon, j'espère qu'on ne va pas vous préparer un combat de boxe, parce qu'avec des complices et des journalistes qui se connaissent autant que ceux qui sont sur ce plateau, ma foi, ça ne peut être qu'un débat très convivial. Alors, vous les connaissez tous, mais je vais quand même les présenter. Je vais dire d'abord que Maurice Safran et Nicolas Doménac sont deux vieux compères, qui ont fait ensemble beaucoup de pas dans les médias, et en particulier dans la presse écrite, Marianne, l'événement du jeudi, et tant d'autres, et puis également de la radio et de la télévision. Et vous les voyez régulièrement sur les différentes chaînes, que ce soit BFM TV, que ce soit iTélé, que ce soit d'autres chaînes. Quant à Julien Buguet, lui, c'est le tout dernier arrivé, avec, m'a-t-il dit, un parcours atypique. On sait très bien que quand on le voit sur l'écran, on voit apparaître à la fois un grand journaliste et un jeune premier des médias. C'est flatteur. Parce que, avant on me l'a dit, c'est pour ça que je le Vous répète. avez les vieux compères et le jeune journaliste. Voilà, et puis il y a surtout quelqu'un qui accroche aussi l'image, ce qui n'est pas simple, et qui fait que, effectivement, quand vous êtes à Antenne 2, eh bien, on remarque que vous êtes à Antenne 2. Bon, et sachant quand même que vous avez passé par une forme d'autodidaxie, vous avez commencé en vous jetant dans la marmite, en Angleterre d'abord, et ensuite dans différentes radios françaises, et puis télé. Et voilà, Absolument. Oui. Hein, à France 2. Antenne France 2, 2. c'est un peu ancien, hein, j'ai pas connu. Ah, et voilà. Et alors, c'est à des détails comme ça qu'on voit la différence des âges. Hein. Et ça, c'est une information pour rebondir sur le thème qui est le nôtre aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que l'information et peut-on croire en l'information? Et allez, il me sert la transition. Que voulez-vous? Moi, je sens que je ne vais pas être utile à grand-chose. Hein, alors, disons quand même que ce sujet qui est posé là ce soir est quand même, au-delà de l'amabilité qu'on peut avoir à le traiter, c'est quand même un sujet extrêmement important et grave. Parce que l'information, elle ne va pas de soi. Et quand on demande, c'est le sujet de notre colloque, quand on demande peut-on encore croire à l'information, eh bien, c'est que peut-être on se pose une question sur l'information aujourd'hui, qu'on se demande peut-être si entre l'information et le commentaire, il y a une différence, une continuité, ou au contraire, que le commentaire précède l'information, ou en tout cas s'y mélange. Il y a probablement un traitement de l'information au-delà des faits eux-mêmes qui est peut-être une spécificité de la façon française de traiter de l'information. Êtes-vous d'accord avec ce soupçon que j'introduis dans la discussion? Je vais commencer. Oui, merci d'abord d'être si nombreux. Pardon de vous tourner le dos. C'est un sujet qui intéresse et qui est important parce que c'est vrai que l'information, c'est aussi le socle de nos démocraties. On l'a vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis quand certains ont désinformé sur la campagne américaine avec l'émergence des fake news et l'avènement des réseaux sociaux. On en parlera évidemment tout à l'heure. On voit que ça peut déstabiliser la démocratie. Donc, la guerre à l'information et qu'est-ce qu'une information? C'est un sujet évidemment primordial pour nos démocraties et nos pays. D'abord, un constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une défiance très forte des Français vis-à-vis des médias. Selon le dernier sondage chez Vipof, on voit que les médias arrivent juste après les politiques dans le désamour des Français vis-à-vis de cette institution. Il y a 70% des Français qui ne font pas ou peu confiance aux médias. Voilà, c'est un chiffre qui est assez alarmant et qui doit tous nous questionner. Et puis aussi l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui pris dans la manière de s'informer, notamment chez les jeunes. Reuters Institut a fait une grande enquête dans 36 pays et montre qu'aujourd'hui, les 15-25 ans s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux. Donc on parlera évidemment de ça aujourd'hui. Est-ce qu'une info qui vient des réseaux sociaux et une info qui vient d'un média entre guillemets traditionnel comme celui que j'incarne ou qu'on incarne tous les trois aujourd'hui, est-ce que c'est la même information? Donc pour moi, et puis après je passerai la parole, il y a 3 critères d'abord à une information. Je pense qu'il faut définir ce qu'est une information. Une information, c'est quelque chose qui intéresse le public et qui a un intérêt dans le débat public. Si je vous dis que ce matin je me suis levé du bon pied, c'est une information, mais ça n'intéresse pas grand monde, a priori. Deuxièmement, c'est un fait. Si je vous dis il pleut aujourd'hui à Pau, c'est un fait. Si je vous dis il pleut tous les jours à Pau, vous me dites
Voilà, c'est un avis. Donc attention à ce qu'un avis... Et si on dit « il pleut parce que vous êtes là », qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une interprétation voilà. Et une opinion. Et c'est pas un petit peu ça le problème, quand même? C'est pour ça que le journaliste doit se repositionner et que ce qui fait la singularité de notre métier et d'une information, et c'est le deuxième critère, c'est un fait. Et le troisième, et j'en termine par là, c'est que ce fait doit être vérifié, sourcé et vérifiable par le grand public. Vous êtes d'accord, Nicolas? Bon, alors, moi, je vais prendre les choses un peu autrement, si vous permettez. Donc moi, je suis quelqu'un qui vient de l'écrit, et c'est-à-dire père dirigeant une revue, ayant ensuite considéré qu'il n'y avait qu'une façon d'informer, c'était l'écriture, avec style si possible, que là était le crédit dans l'impression, dans le plomb, etc. Donc, de toute évidence, on a vécu, des gens comme moi, une première crise très très forte, qui est le survenu de nouveaux médias d'information. Pour vous illustrer ça, avec Maurice, pour notre dernier livre sur le président de la République, nous avions pris rendez-vous avec lui un jour où il avait décidé de repousser le Conseil des ministres. Quand nous sommes arrivés dans l'antichambre, toutes les chaînes d'information tambourinaient sur le thème « Le président repousse ce Conseil des ministres, c'est parce qu'il est en burn-out ». Donc nous étions dans la salle d'attente avec Maurice, nous regardions nos smartphones et nous disions il va annuler le rendez-vous, c'est pas possible, puisque les chaînes d'information et les réseaux sociaux répercutaient ça en boucle. On voyait défiler les meilleurs éditorialistes, nos amis, disant souvenez-vous de Jacques Chirac et de son AVC, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy, et puis ça discutait sur les maladies du président de la République à travers les âges, les chefs d'État étrangers, et puis on entend passer une ambulance à un moment, on se dit ça y est, c'est le président de la République qui est emmené, et puis tout d'un coup l'huissier arrive et le président vous attend. Il n'est pas parti en ambulance, il est là et on tombe sur quelqu'un en pleine forme, je veux dire, pendant 1h30, je veux dire, incroyable. Et on ressort, et qu'est-ce qu'on voit? On rallume le smartphone, et ça continue, le président va très mal, etc. Donc, on se demandait avec Maurice qui avait raison, on va dire, quelle était la réalité. C'est pour dire qu'il se passe quelque chose de fondamental, qui est que les informations qui vous sont données au fil des jours, parce que les chaînes d'information sont partout. Je veux dire, elles sont à l'Élysée, elles sont dans les salles d'attente, elles sont partout. Vous avez les écrans allumés, et c'est donc devenu... Et puis, quand vous n'avez pas l'écran allumé, c'est sur les réseaux d'information. Donc, ce n'est plus ce qui a fait mon existence, ma force, etc. A priori, pour l'instant, ce n'est plus l'écrit qui fait référence, c'est bien autre chose. Et je terminerai par une dernière anecdote qui rend les choses encore plus intéressante et plus compliquée, et notre défi à nous, aux journalistes, encore plus fort. Quand vous avez eu les Gilets jaunes, moi j'étais dans un quartier où ça chauffe, ça pétait, près des Champs-Élysées. Le deuxième week-end de décembre, le mot d'ordre est « on a repris les choses en main ». Arrive le préfet de police sur les écrans qui dit « on a repris les choses en main, on arrête les gens ». Les journalistes disent « on a repris les choses en main ». Et puis tout d'un coup, l'écran commence à être divisé en deux, ça brûle. Et pendant ça, ils nous disent « on a repris les choses en main ». Et puis je me penche à ma fenêtre, et puis les mecs étaient en train de faire des barricades. Alors je me dis, où est la réalité? Ben, la réalité, c'était cette mise en scène-là, c'est-à-dire l'affrontement qui donnait crédit, le spectacle de la violence qui donnait crédit au mouvement des Gilets jaunes, alors que dans le reste de la France, ça ne brûlait pas forcément. Hein. Il y avait d'autres problèmes, il y avait d'autres manifestations, beaucoup plus nombreuses, hein, notamment les manifestations des femmes, dont il n'était pas question, pas un mot, je veux dire. Mais vous aviez le discours de l'ordre, d'un côté, qui fera ce que seront les élections ensuite, et le spectacle de la violence. Autrement dit, quelle était la véritable information dans tout ça? Est-ce que c'était ce spectacle de la violence qu'on nous donnait? Est-ce que c'était le discours de communication du pouvoir, mais qui avait aussi sa réalité? Est-ce que c'était ce que je voyais dans la rue, où la rue était livrée à des bandes? Voilà. Donc je livre pour ça, avant de venir à autre chose, ces réflexions. Oui, Safran. Je vais essayer de compléter ou d'être un peu différent de mes confrères. Et donnez, s'il vous plaît, au passage, le titre du livre, Le tueur et le poète. Oui, on va revenir sur le tueur et le poète. Je ne pense pas que l'information soit discréditée. Je crois que les citoyens, les Français, nous tous, sommes toujours à la
recherche de l'information pour comprendre, pour se faire une opinion, pour réfléchir, etc. Par contre, et ce n'est absolument pas contradictoire, je pense que les journalistes sont discrédités, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je crois que les journalistes sont discrédités, c'est un fait. Ça, c'est pas un commentaire, c'est un fait. Il y a un sondage Télérama-Lacroix qui est fait depuis 30 ou 40 ans chaque année, et les chiffres sont tout à fait spectaculaires. Chaque année, le pourcentage baisse, et on est très, très, très largement sous les 50%. On est plus proche des 20% qui ont confiance que des 50%. Donc ça montre bien la situation. Le magazine littéraire que Nicolas a sous les yeux dans un précédent numéro a publié un sondage sur à qui les Français font-ils ou pas confiance. Les deux catégories les plus basses dans le sondage sont les responsables politiques et les journalistes, à quelques centièmes de points près, ce qui prouve que journalistes et hommes politiques et journalistes sont mis dans le même sac. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, quelle est la nature de ce phénomène. Alors, il y a une première chose qui est évidente, c'est la proximité. Mais la proximité, elle est indispensable. La proximité fait partie du travail. Pour obtenir les informations, il faut bien aller au contact, il faut bien être proche. Nicolas, ici à ma droite, travaille sur la droite française depuis 35 ans. Donc, il connaît François Bayrou depuis 35 ans. Et comment non mais c'est plus ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait évidemment à la fin lui reprocher d'être devenu trop proche par la force des choses. 35 ans de fréquentation, c'est important, d'être devenu trop proche de la source. Est-ce qu'à un moment donné, les journalistes ne deviennent pas trop proches de la source, et donc ça devient compliqué. Mais pour trouver l'information, il est indispensable d'être proche de la source. Donc comment sortir de cette contradiction? Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, que j'attendais de vous voir arriver, c'est le mot connivence. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la proximité qui pose le problème. C'est s'il y a effectivement connivence. Alors, j'y arrivais. Voilà. J'y arrivais. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a tout ce travail. Effectivement, et c'est des discussions qu'on a eues souvent avec d'autres confrères, il y a des confrères absolument respectables qui ne sortent pas de leur bureau, qui lisent les journaux, qui lisent les livres, qui écoutent les déclarations, qui écoutent les discours et qui font des analyses souvent brillantes, quelquefois fausses, parfois absurdes, mais ils refusent le contact. Et ils se font un honneur et une déontologie de refuser le contact. Moi, je pense que c'est une fausse conception du journalisme. Mais c'est une conception parmi d'autres du journalisme. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et j'en terminerai là-dessus, qui me semble très importante, de mon point de vue assez fondamentale, c'est que la presse française, je parle de la presse écrite fondamentalement, puisque tout est venu ensuite, par le temps, tout est venu de la presse écrite. La presse française, c'est une particularité. On peut considérer que c'est une spécificité qui est positive ou qui est négative. La presse française est très politique et très idéologique. Et c'est une presse, historiquement, qui ne sépare pas, ce qui est le contraire de la presse anglo-saxonne, qui est également politique. Mais dans la presse anglo-saxonne, il y a une séparation très stricte du fait et du commentaire. Il y a le fait d'un côté, qui est expliqué de la façon la plus neutre qui soit, et à côté, l'éditorial ou le commentaire qui prend position
de façon très ferme et très forte sur le fait. Ce n'est pas la pratique de la presse française. La presse française, quelque sensibilité que ce soit, Le Figaro, Le Monde, Libération, L'Express, dans un papier, sur un sujet, sur un fait, sur une enquête, sur une révélation, on sent parfaitement dans le papier quelle est la sensibilité du journal. Bon. Donc, quand tout d'un coup, le lecteur ou les Français ne se sentent plus en correspondance avec cette sensibilité des journaux, ça provoque des crises extrêmement graves. Et pardonnez-moi, mais la règle du jeu est claire. Je veux dire que si j'achète Le Figaro, je sais en gros qu'est-ce que j'achète. Si j'achète l'Humanité aussi, je suis informé. Je peux très bien faire entrer en considération le fait que le journaliste qui va s'exprimer, il va s'exprimer depuis cet endroit-là. C'est une règle du jeu. C'est une règle du jeu, mais ça ne se passe pas comme ça. J'en terminerai là-dessus, je laisse mes confrères tout de suite, mais une minute. Dans les années 80-90, et je crois qu'on en souffre aujourd'hui, et nous avons créé, Nicolas et moi, des journaux pour combattre le phénomène que je vais décrire là. Dans les années 80-90, en économie, si on faisait ici une lecture à voix haute en économie des papiers du Monde, du Figaro, de l'Express, du Point, de l'Observateur, donc toute la sensibilité politique, idéologique, culturelle française, vous seriez incapable de me dire ce papier-là, c'est un papier du Figaro, ce papier-là, c'est un papier du Monde, celui-là, c'est un papier de l'Observateur. Puisque sur ces sujets-là, les sachants, les intelligents, les journalistes avaient la même analyse de l'économie, de l'économie mondiale. Grosso modo, comme disait Julien, on en discutait tout à l'heure, tout le monde était soit social-libéral pour la gauche, soit libéral-social pour la droite. Et grosso modo, il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre les uns et les autres. Donc là, le jeu était effectivement truqué. C'est vrai qu'on a accompagné... alors, j'étais pas là forcément, mais c'est vrai que nous avons accompagné, nous les médias, une doxa sociale libérale pendant des années, en présentant ce modèle comme le modèle à suivre, le modèle consumériste, le modèle de l'accessibilité à la propriété individuelle, le modèle de, j'allais dire, le bonheur est dans le panier, il faut consommer pour être heureux, il n'y a pas d'autre modèle. On s'est aperçu bien des années plus tard, après la crise financière, que ce modèle-là était aujourd'hui révolu. Donc, le modèle qu'on a participé à imposer d'une certaine manière, mais aussi par conviction ou par aveuglement, nous est aujourd'hui reproché au même titre qu'il est reproché aux politiques. Donc, on est assimilé aux politiques. Non, je voudrais revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur le sentiment de proximité et de connivence qu'il peut y avoir entre le monde médiatique et le monde politique. Je crois que c'est le nœud gordélien aussi de ce qui fait la défiance aujourd'hui des Français vis-à-vis des médias et des journalistes en particulier. Ça a dû être le cas à une certaine époque, c'est vrai, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je pense qu'il n'y a plus de sujet. On est sur une transparence absolument totale du rôle du politique, du rôle des médias et des journalistes. Tout sort, les réseaux sociaux, les photos sont partout, enfin, vous le savez comme moi. Donc cette connivence, elle n'existe plus. Moi, je vais vous raconter mon expérience personnelle, qui est que, arrivé très jeune à la présentation du 20h de France 2, j'avais 29 ans, une responsabilité évidemment immense, avec une rédaction derrière, des enjeux politiques. Quand je prépare l'interview de Nicolas Sarkozy pour son retour à la Convention des Républicains, qui est une interview très importante pour lui, je prépare ça dans mon bureau, j'ai 34 ans, et personne ne vient demander le début d'une question ou le début d'une réponse. Voilà. Donc la liberté, elle est totale. Je crois qu'il y a un grand fantasme, et il faut le dire parce que c'est important, il y a un grand fantasme de l'opinion publique sur ces médias à la solde du pouvoir. Ça n'est pas vrai. Voilà, je pense qu'il faut le dire, ce n'est pas vrai. Juste apporter deux petites précisions très vite. La question. La première, parce que j'avais oublié de raconter la fin quand même du pseudo burn-out du président de la République. Je fais le lendemain un débat sur un plateau avec Luc Ferry. Luc Ferry, c'est un philosophe assez connu qui fait toute une théorie sur, au fond, la conception du pouvoir personnel qui crée forcément des burn-out, etc. Et je lui dis... Il n'y a pas de plus de burn-out que de beurre en branche. Je veux dire, ça n'existe pas. Il me dit, si, je l'ai lu. Je lui dis, j'y étais. Oui, mais moi, je l'ai lu. Donc, c'est plus vrai que vous qui y étiez. Bon, j'en suis resté comme de ronde flanc, mais je vais vous dire à la fois la profondeur de mon désarroi et le défi qui est devant nous de retrouver un crédit. Deuxième point, très rapidement.
Maurice, effectivement, évoquait le sondage que nous avons fait pour le nouveau magazine littéraire qui montrait le discrédit des politiques, des journalistes, mais il faut y ajouter quand même, et c'est là où ça, au fond, ce discrédit n'est que le reflet d'une crise démocratique plus profonde, c'est qu'il y a un discrédit de tout ce qui constituait nos repères, nos balises, nos lumières, hein, c'est-à-dire, au fond, même les prêtres, les curés, les sachants, voilà, les élites, à qui on n'apporte plus crédit, sauf en fonction de la tribu à laquelle on appartient. Avec ce paradoxe suivant, c'est que le sondage montrait que ceux qui étaient les plus crédibles aux yeux des Français, c'était 1, le Dalai Lama, 2, Michel Simès, je peux rien moi, hein, 3, Jean-Pierre Pernaut, 4, Élise Lucet, 5, le pape. Voilà, c'est dire quand même, et chacun étant ciblé aussi par des affinités politiques. Non, ce que je veux dire par là, c'est que notre défi, il n'est pas seulement pour nous, les journalistes, de retrouver du crédit, mais il est pour, au fond, reconstituer un pacte social qui ferait que chacun retrouve, au fond, sa place dans cette société et un bien commun partagé. Avant d'en arriver là, il y a une question quand même, laquelle vous avez glissé, me semble-t-il, c'est que dans ce discrédit que vous évoquez, il y a quand même cette question de la connivence. Est-ce que, quelque part, les journalistes, vous n'êtes pas confrontés à un conformisme de fait qui est lié à un politiquement correct, qui fait que le traitement de l'information ne peut plus se faire avec la même liberté qu'avant, et que vous êtes exposés dans ce domaine-là? Vous trouvez vraiment qu'il y a un politiquement correct aujourd'hui dans les débats d'opinion publique? Je pose la question. Je trouve au contraire que par rapport à il y a quelques années, toutes les sensibilités s'expriment, parfois jusqu'aux extrêmes. Mais posons-le sous l'angle de l'idéologie alors. Posons-le sous l'angle de l'idéologie. Peut-être laissons le politiquement correct et disons ce que disait Maurice Safran tout à l'heure. Il y a une idéologie qui s'est instillée parce que quand vous disiez que les billets économiques se ressemblaient, mais ma foi, c'est qu'on a pendant très longtemps considéré que l'économie était une science. Si tout d'un coup on se rend compte que l'économie est une science et une idéologie en même temps, ça change. Donc on a un regard différent. Donc il me semble que vous avez touché là une question importante qui pour moi rejoint le politiquement correct. Et je me demande dans quelle mesure les journalistes, le fait qu'ils soient liés dans un même milieu, qu'ils soient à la fois dans les médias, dans l'information et en même temps dans la communication, ne sont pas peu ou prou obligés, et aussi pour des raisons économiques de la vie de leurs organes de presse ou de télévision ou d'autres choses, obligés en quelque sorte de fournir un commentaire qui s'est émoussé sur les angles. Difficile de répondre. Oui, mais non, mais il y a des vrai ou faux, ça. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. C'est l'hystérie qu'il y a aujourd'hui qui laisse peu de place au débat dans la durée. On en parlait tout à l'heure en se disant quelques mots avant de se retrouver devant vous. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une hystérisation qui est aussi portée par un modèle capitaliste des chaînes info, par exemple. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le nouveau modèle d'information, il y a les réseaux sociaux, on en discutera dans un troisième temps, mais il y a aussi l'avènement des chaînes info. Le tout info, avec cette montée en puissance tout au long de la journée, et la répétition, rien qui devient à la fin de la journée une immense polémique. Voilà. Et il faut s'interroger aussi sur le modèle que représentent ces chaînes info. C'est un modèle capitaliste, ni plus ni moins, avec à l'arrivée une volonté de gagner de l'argent, mais c'est normal, hein, c'est la loi du marché. Donc ça suscite une offre qui suscite une demande, et pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait un maximum de téléspectateurs qui viennent voir le produit. Vous savez, Chancel disait quand on a connu l'audimat, on a tué l'info. Voilà, parce que l'audimat, c'est la mort de l'info. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand même, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un modèle qui repose sur cette volonté de faire en sorte que les gens viennent regarder votre produit. Et pour que votre produit fonctionne, il faut être les premiers à donner l'information, il faut être celui où les avis sont peut-être les plus tranchés, qui suscitent le plus de débats. Donc cette course à l'échelle. Et vous pensez qu'elles sont différentes, ces informations, qu'elles sont différentes d'une chaîne sur l'autre? Non, vraiment, mais elles ne donnent pas suffisamment de temps long pour expliquer. Ah, voilà. Écoutez Alain Finkielkraut tout à l'heure, pour ceux qui l'ont écouté. Sa pensée dans la durée n'est pas forcément la perception qu'on peut avoir de sa pensée quand on l'écoute 4 minutes et demie sur une chaîne info. Et ce que les gens retiennent, c'est les 4 minutes et demie. Voilà. Donc c'est important de laisser du temps au temps. Fotorino, qui a lancé 2 formidables magazines qui s'appellent America et Zadig, c'est un succès immense. Et c'est la contre-culture de cette instantanéité de l'information. Voilà. Donc je pense qu'il faut redonner aussi, on parle d'information cet après-midi, je pense qu'il faut redonner du temps aux journalistes, au temps des débatteurs, de l'enquête, pour
aller justement sur cette vérification de l'information et présenter l'information la plus vérifiée, la plus vraie possible. Ce que dit Julien, c'est à la fois très juste et sans doute trop tard. Dire je vais parler de l'information continue pour être très clair et que les dés ne soient pas pipés. Je suis 3 fois par semaine sur LCI, donc je ne suis pas un détracteur de l'information continue, sinon je ne le fais plus. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'info continue, au-delà même de l'aspect capitalistique, n'y aurait-il aucun enjeu financier? Écartons tous les enjeux financiers. L'information continue a radicalement transformé la conception de l'information en France. C'est la machine qui a pris le pouvoir. La machine a pris le pouvoir sur les journalistes, sur les meilleurs d'ailleurs, ou sur les plus mauvais. Ça n'a plus aucune importance dans le fond. Alors c'est mieux qu'il y ait de bons journalistes que de mauvais journalistes, mais fondamentalement, ce n'est plus le problème. Le problème, c'est la machine qui exige de l'information 24 heures sur 24, qui exige de l'information. Un point supplémentaire, pardon, de ce que l'on voit. Que pensez-vous des jeux de rôle? Lorsque nous regardons les chaînes d'information continue, on finit par avoir des personnages qui ne sont plus des journalistes, mais qui sont des acteurs. Ils sont les acteurs de leurs propres propos, et finalement, on s'attend à ce qu'ils disent ce qu'ils ont dit la dernière fois. Oui. Ce sont des jeux de rôle. On est au théâtre. Parce que la machine a pris le pouvoir. J'insiste sur cette idée. Et on ne peut pas s'y soustraire à ça? Non, je crois que c'est trop tard. Je crois qu'il faut trouver maintenant dans la machine la façon de la faire évoluer, de la faire travailler, de la faire bouger. Mais la machine a défini. Vous ne priverez plus les Occidentaux de l'information continue. C'est fini. Vous ne les priverez plus. Donc, si on reprend l'exemple de Nicolas, qui est un exemple éclatant de la folie de l'information continue hors des journalistes, qui n'y sont à la limite absolument pour rien. Donc, le président de la République annonce qu'il avance ou qu'il recule, je crois qu'il avance le Conseil des ministres de 24 heures. On est à 2-3 jours du week-end de la Toussaint. Une simple enquête faite par un stagiaire, pas par Nicolas Domenach, là, en l'occurrence, il aurait suffi qu'un stagiaire fasse l'enquête pour savoir que le couple Macron, depuis 25 ans, passe chaque week-end de la Toussaint en Normandie dans le même hôtel. Ça fait 25 ans qu'ils le font. N'importe quel stagiaire l'aurait trouvé. Donc c'est pour ça qu'il avance le Conseil des ministres pour pouvoir partir à ce fameux week-end de la Toussaint. Donc effectivement, première bande-annonce le matin sur toutes les chaînes d'infos, première bande-annonce, le Conseil des ministres est avancé de 24 heures. Grande information. Mais il faut que la bête se nourrisse. La bête à laquelle nous participons, à laquelle je participe. Il faut absolument que la bête se nourrisse. Donc petit à petit, mais s'il avance le Conseil des ministres, il y a un loup forcément. Donc pourquoi avance-t-il le Conseil des ministres, etc., etc. Et à 6 heures du soir, l'ensemble des chaînes d'infos auxquelles nous participons, nous soi-disant journalistes d'expérience, l'ensemble des chaînes d'infos s'est passé de en bas sur la bande passante, le Conseil des ministres est avancé de 24 heures. À 18 heures, le président est-il en burn-out? Comment la machine passe en 12 heures de Conseil des ministres 24 heures plus tôt à le président est-il en burn-out? Ça, c'est une... Et pourquoi qu'un journaliste n'a-t-il vérifié et n'a-il fait son travail de journaliste? Mais ça a été fait à un moment, bien sûr, que très vite dans la journée, tout le monde a su que c'est tombé du ciel comme ça et que c'est monté en neige. Est-ce que c'est pas parce que c'est plus vendeur d'avoir un burn-out? Et parlez-moi des fake news à ce niveau. Oui, est-ce que les fake news ne sont pas nécessaires? Mais là, je vous prends un exemple extrême d'une information, d'une fake news totalement délirante. Mais ça peut se passer tous les jours sur des plus petites informations, sur des informations plus insignifiantes. Donc effectivement, ce qui
flippant au sens propre du mot, ce qui est flippant, c'est que d'une certaine façon, c'est la machine information continue qui a pris le dessus. Et ça, je trouve que c'est très inquiétant, quelle que soit la qualité des journalistes. Pourquoi manque-t-il ce temps du contrôle? Pourquoi manque-t-il ce temps-là? Par exemple, je prends un dernier exemple, la mort de Tapi annoncée. Tout le monde sait qu'il doit y avoir évidemment des nécros qui sont prêtes partout. Et est-ce que la précipitation ne fait pas qu'à un moment donné, on veut brûler la politesse à l'autre et que dans la concurrence, on se trouve pris dans ce jeu qui vous entortille? Et Non. Xavier Dupont de Ligonnès. Et Ligonnès, oui. Et Xavier Dupont de Ligonnès. Je vais te laisser répondre là-dessus. Tout ça, ce sont des constats, comment dire, particulièrement justes, mais la concurrence, bien sûr, favorise tout ça, la nécessité d'être le premier, de dramatiser, parce que c'est ce que décrivait très très bien Maurice, quoi. Quand on est dans la machine à laquelle je participe moi aussi, on voit bien monter entre le matin, le midi et le soir les trois temps, les trois actes de la dramaturgie nécessaire pour garder le téléspectateur arrimé au poste. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas si on prend conscience à quel point, au fond, cette dégradation du crédit apporté à l'information et à laquelle nous participons nous aussi, puisque, par exemple, on a mis en scène le mouvement des Gilets jaunes dans les chaînes d'information, lesquels Gilets jaunes venaient ensuite dire, de toute façon, vous les journalistes, vous racontez n'importe quoi. Et les chaînes d'infos, ils venaient manifester contre. Il y a ça, quoi. C'est-à-dire, même ceux, et même nous, quand on vient critiquer l'information donnée, on est dans la machine, quoi. C'est la machine qui est fortement la plus forte. Mais le résultat, quand même, alors, il y a un double résultat. Il y a ce qu'on a pu voir à Rouen, qui était, à mon avis, passionnant. C'est-à-dire, Rouen, donc, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, mais malgré tout, on oublie très vite avec ce système d'information des informations, donc cette usine qui brûle, dont on ne parle pas pendant 24 heures, au moins presque 48 heures, hein, parce qu'il y a la mort de Jacques Chirac, mais c'est comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire, ça n'a pas existé. Et après les ministres viennent les uns après les autres, aucun crédit n'est porté à ce qu'ils disent. Pourtant, personne n'a dit des mensonges. Et aucun crédit n'est porté à ce que racontent les journalistes. Donc, vous avez vu des gens qui, après, se sont sentis abandonnés, l'ont dit, mais ça, c'était encore une fois un symptôme de cette démocratie complètement minée qui doit être fondée pour fonctionner sur la confiance. Nous sommes maintenant dans la suspicion à laquelle, pour l'instant, nous n'arrivons pas à résister ou à opposer quoi que ce soit, sauf... Moi, je crois en l'écrit toujours, donc, parce que je me fais un sang d'encre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que c'est une des choses à laquelle il faut s'accrocher, mais c'est loin d'être suffisant. Je vais vous lire une réflexion à tous les trois. Voyons, est-ce que une part du discrédit dont souffrent les journalistes avec d'autres professions ne tient pas au fait qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de nouveau par rapport aux auditeurs ou aux téléspectateurs ou à la population en général, c'est qu'ils souhaitent une information qui soit conforme à ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'ils soient conformes à ce qu'ils attendent que viennent cautionner des journalistes de la réalité telle qu'ils la voient. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, le journaliste se trouve dans un entre-deux entre la réalité de ce qui se passe et l'attente de son public, et en s'étant propulsé à un endroit où il est acteur, commentateur et analyste de la réalité, il ne peut pas tenir c'est une situation intenable. Que pensez-vous de ça? Alors moi, je le prendrais par un autre volet, mais qui va rejoindre ce que vous dites. C'est l'émergence, c'est le fléau, parce qu'il faut bien appeler ça comme ça, des fake news. Voilà, pourquoi elles se propagent, ces fake news, et pourquoi des gens ont envie d'y croire, alors que c'est des infos qui, pour la plupart, ne sont pas vérifiées, ne sont pas sourcées, qui viennent parfois de pays lointains ou qui émanent simplement d'un internaute ou d'un citoyen. Alors évidemment, il y a des choses qui sont vraies quand quelqu'un poste quelque chose, mais ce fléau des fake news et le succès qu'il rencontre, comment l'expliquer? Allô? Parlez comme ça. Pourquoi? Vous m'entendez? C'est une fake news. Quelqu'un a coupé le micro, c'est suspect. Ils sont habitués à un matériel très sophistiqué, antenne 2, non, France 2. Ces fake news, justement, et je rejoins ce que vous dites, elles ont un écho parce qu'elles conviennent à une idéologie et à une identité. Et beaucoup veulent se retrouver veulent croire dans ces fake news car elles correspondent à son positionnement idéologique.
c'est-à-dire qu'on a envie de croire que le 11 septembre n'a pas existé, et ben on va partager toutes ces infos sur le fait que le 11 septembre n'a pas existé, ou en tout cas que le 11 septembre n'est pas l'œuvre des terroristes que l'on sait. Décidément, c'est beaucoup mieux. Vous voulez dire que depuis le début, vous n'avez rien entendu, alors il va falloir que je recommence. On repart à zéro. C'était un piège, c'était un test pour les jeunes brillants journalistes que vous êtes. Non, donc ces fake news trouvent un écho effectivement parce qu'elles correspondent à un positionnement idéologique et elles sont partagées. Pourquoi elles sont partagées sur les GAFA, sur les géants d'Internet. Et là aussi, je parlais de modèle économique. Alors, c'est pas que j'ai une obsession pour ça, mais c'est que c'est vrai que ça participe aussi à un système. C'est-à-dire que les Facebook, par exemple, c'est 40 milliards de revenus annuels qui viennent de vos informations, des données que vous partagez, de vos goûts, de la manière dont vous consommez. Et ces fake news sont partagées parce qu'elles suscitent du clic, elles suscitent des vues, et donc elles font gagner de l'argent à Facebook et aux plateformes qui les véhiculent. Et par conséquent, Facebook devient d'une certaine manière la courroie de transmission de ces fake news. Donc je prends le problème un peu différemment, mais je souhaitais qu'on parlait un peu des fake news parce que c'est aussi un élément qui bouleverse considérablement notre métier. Pourquoi croit-on une fake news et pas une information? Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'en pensent mes compères, mais je pense que la clé de compréhension, c'est aussi qu'il faut, comment dirais-je, une forme d'éducation de notre part sur la transparence, sur la manière dont nous faisons nos informations, sur la manière dont nous menons nos enquêtes, et aussi peut-être avoir des voyants sur les sources qui sont divulguées sur les plateformes pour que chacun comprenne d'où ça vient. Voilà. Mais je pense que les fake news, on en a peu parlé jusqu'à présent, je pense que c'est aussi un fléau qui redistribue considérabablement de cartes sur qu'est-ce qu'une information et comment apprécier la vérité et la valeur d'une information. Non, mais je crois que... Non. Bon, il y a un jeu de micro. Le problème des fake news est évidemment tout à fait majeur. Et là encore, ça s'est accéléré de façon exponentielle. Pas terrible, hein. Quand Thierry Messant a remis en cause les attentats dans les tours, disant que c'est une opération de la CIA et du Mossad, fondamentalement, à l'époque, et c'est pas il y a un siècle, hein, ça n'avait pas été pris très au sérieux. Ça n'avait pas provoqué une grande polémique, une grande émotion. Imaginons-nous quelque chose comme ça qui arrive aujourd'hui, mais ça prendrait une résonance universelle. Universelle, ça serait des milliards de clics immédiatement. Donc il y a une accélération absolument incroyable de ce genre de phénomène. Moi, j'irais plus loin que Julien, à la limite. Une information, entre guillemets, dispensée par qui que ce soit sur les réseaux sociaux, des millions et des dizaines, des centaines de millions de citoyens la mettent sur le même plan, quasiment, qu'une information donnée par une grande chaîne de télé, par un grand journal, par une radio responsable, etc. Donc aujourd'hui, tout est nivelé, tout est pareil, tout a la même valeur. Donc comment recréer, comment réinventer... Voilà, c'est la question. C'est la question. La question qu'il faut traiter. À 100 balles. Oui. Et oui. Moi, j'y répondrai pas cet après-midi. Attendez, on m'a fait le gardien des horloges. Il nous reste 6 minutes. Je voudrais rester sur cette dernière question. Après tout, vous avez tous évoqué le discrédit des journalistes. Comment pensez-vous, vous, en grand professionnel que vous êtes et l'expérience que vous avez les uns et les autres, comment pensez-vous qu'on peut recréer du lien et de l'estime professionnelle et de l'admiration pour ce qu'ont été et ce que sont les journalistes aujourd'hui, alors qu'ils sont blackboulés en permanence dans ce que nous venons de dire. Comment on refait du lien? D'abord, comment on fait du lien? La question est beaucoup plus vaste. Je me demande, par exemple, dans cette salle, il y a sûrement 10% de platistes, c'est-à-dire de gens qui croient que la Terre est plate. Ils viennent de tenir un... Levez la main. Ils viennent de tenir un congrès, je crois que c'était aux États-Unis, et ça, c'était les calculs. Au fond, ils sont des millions à croire encore que la Terre est plate.
Donc je ne veux pas en conclure que nous serons impuissants à contrer des partisans des fake news qui bénéficient avec les nouveaux médias d'accélérateurs. Mais ce que je veux dire quand je dis que c'est lié à un problème démocratique, c'est que les sociétés se repliant sur des tribus, il n'y a plus, au fond, d'informations qu'on va chercher que celle qui correspond à ses propres croyances, quand ça n'est pas la délégitimation violente, haineuse, des croyances de l'adversaire et des informations que produit l'adversaire. Parce qu'on en a peu parlé, mais c'est quand même aussi un des phénomènes qui accompagne tout ça. C'est à quel point non seulement notre discrédit existe, mais celui de toutes les élites, mais à quel point on est rejeté avec haine, souvent. On veut dire qu'on parlait d'hystérisation du climat, mais un de nos combats essentiels, c'est de remettre de la pacification et de l'échange, et là je suis très admiratif pour ce qui se fait à Pau aujourd'hui, dire comme aller écouter les autres, sans nous traiter de journalopes, comme ça nous arrive dans un raccourci un peu violent peut-être, mais ce n'est qu'un exemple. Je veux dire. Donc là, on a au fond un défi déjà. Le premier, c'est de rétablir de la pacification, de la hiérarchie, parce qu'effectivement, quand on invite sur les plateaux et qu'on met exactement sur le même plan des professeurs de médecine qui ont quand même bossé comme des fous sur un sujet, et un type qui vient vous dire que le vaccin, ça fait des morts, je veux dire, il y a quand même un problème de responsabilité journalistique. Eh ben, je vais prendre le micro en attendant que tu le tiens. Moi, j'ajouterais juste un élément qui rejoint un peu ce qu'on a dit au départ. Il nous reste peu de temps, donc je vais aussi laisser la parole pour conclure à Maurice. C'est de dire qu'il faut aussi qu'on pense contre nous-mêmes. Voilà, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a pendant des années donné à voir des prêts-à-penser, j'allais dire. Donc il faut qu'on produise aussi une information qui soit anticonformiste, qui soit peut-être plus en phase avec ce que ressentent la réalité des gens au quotidien. Vous savez, il y a quelqu'un qui a théorisé le fait qu'aujourd'hui les journalistes étaient des journalistes d'extension, c'est-à-dire des gens qui partaient de Paris et qui allaient sur le terrain pour raconter, puis qui revenaient à Paris. Ben, il faut peut-être changer ça aussi. Et donc voilà, anticonformisme, anti-bien-pensance, parce que je sais que c'est un mot qui résonne aussi, et savoir penser contre nous-mêmes. Et peut-être qu'on réussira à renouer ce lien qui est sacrément distendu aujourd'hui. Moi, je pense qu'on y arrivera. Je pense qu'on n'y arrivera plus par les formes traditionnelles qu'il faut poursuivre. Hein. La grande messe de France 2 que Julien présente de temps en temps, les grands journaux, les éditorialistes, les grands éditorialistes dans la presse écrite, etc. etc. On constate quand même, par exemple, je trouve ça assez intéressant, que notre génération, moins Julien, notre génération, elle a été formée à la presse et aux idées par les grands éditorialistes, les Jean Daniel, les Claude Imbert, les Pierre Vianchon-Pontet, etc. C'est en voie de quasi-disparition, et je ne crois pas qu'on recréera ce genre de choses-là, ce genre de liens-là, de formation intellectuelle, civique, politique. Ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Ça passe effectivement par des choses beaucoup plus rapides et qui vont beaucoup plus vite. Et ce n'est absolument pas pour flatter ce qu'on fait ici en ce moment dans ce lieu et dans toute la maison. Je pense que il faut absolument que les médias et les journaux et les radios et les télés trouvent le contact direct avec les gens, soit dans des salles, rediscutent, retissent des liens. La seule faiblesse, dans le fond, de ce qu'on a fait ici, c'est qu'il aurait fallu maintenant une demi-heure de plus pour répondre aux questions de la salle. C'est inconcevable, dans le fond. Je le sais, j'organise ce genre d'après-midi. Je les organise pour les différents journaux où je travaille depuis des années, et c'est la grande question. Mais aujourd'hui, ne pas donner quasiment autant de temps à la salle qu'à la scène, c'est très démagogique ce que je dis, mais c'est la vérité. Ça pose un vrai problème. Je pense que la conclusion s'impose. Il faut faire confiance à la nouvelle génération d'Antenne 2. Merci. Permettez-moi de vous dire qu'ils sont très forts,
parce qu'au compteur, il reste simplement 10 secondes. Ils ont tenu le format. Merci à ces professionnels.